Dimitri Pavlenko. Dimanche, premier tour des élections législatives. Question ce matin, entre autres, Emmanuel Macron aura-t-il une majorité absolue ou relative à 15 jours de la constitution définitive du Parlement? On en aura un aperçu en tout cas dès ce dimanche à 20h, soirée législative évidemment à vivre sur Europe 1 et sur CNews. Alors les derniers sondages nationaux, j'insiste, sondages nationaux, c'est pas circonscription par circonscription. La NUPES de Jean-Luc Mélenchon arriverait en tête devant la majorité présidentielle. Y aura-t-il une surprise? Mélenchon, tiens, je montre à ceux qui nous regardent sur Europe1.fr la une de Libération ce matin, qui nous parle des fake news de la Macronie, visiblement tétanisée par l'ascension de Jean-Luc Mélenchon. Cet homme mange-t-il des enfants? Se demande ce matin Libération. C'est évidemment au second degré, mais enfin vous avez bien compris l'esprit. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro, merci d'être avec nous. Et Philippe Val, journaliste essayiste, nous a rejoint. Alors, rebonjour mon cher Philippe. Bonjour. Ces législatives, Yves, comment ça se profile? Alors évidemment, il y a les sondages nationaux. Je dirais qu'il y a trois données d'une certaine manière. Il y a d'abord le fait que, c'est vrai, sur le plan national, la NUPES passerait devant le camp présidentiel, mais surtout l'abstention. On attend des records d'abstention. C'est d'ailleurs la une du Figaro ce matin. Oui, effectivement. Écoutez, c'est le premier parti de France, incontestablement. Et cette abstention, c'est pas uniquement comme par le passé, une espèce d'indifférence d'une partie de la population. C'est aussi un rejet de la politique telle qu'elle est pratiquée, des hommes et des femmes politiques. De participation estimée, 46%. Oui, et ce que je trouve, c'est incroyable dans une législative. Alors, il y a de multiples causes. On parle aussi du fait que maintenant les législatives sont dans la foulée de la présidentielle. Mais si vous regardez la présidentielle, il y a aussi des scores d'abstention qui sont très élevés, beaucoup plus élevés que par le passé. Alors, moi, ce que je trouve détestable, si vous voulez, c'est de voir le personnel politique, en dehors de Mélenchon, je dois dire, qui s'étonne de cette abstention, alors qu'ils ont tout fait pour ne pas faire campagne à cette occasion. En 2022, il n'y a pas eu de campagne législative. Oui. Le président de la République, parce que ça l'arrangeait comme ça. C'est ce qu'expliquait Nicolas Bétou, à savoir la stratégie de campagne. C'est une tactique de campagne, si vous voulez. Et s'il gagne, ça sera une victoire tactique, ça ne sera pas une victoire politique. Et ça, c'est grave. Parce qu'on a besoin de faire de la politique, on a besoin d'avoir des débats, on a besoin d'avoir des confrontations. Et ça, ces confrontations, il a refusé, comme vous le savez, comme un cavalier qui refuse l'obstacle. Ça, c'est pour ce qui concerne Mélenchon. Macron. Ça vous perturbe d'avoir un candidat qui a intérêt à ce que les gens n'aillent pas voter, c'est ça? Évidemment. Et puis, vous avez Madame Le Pen, alors là, c'est tout à fait incompréhensible. Elle a fait quand même plutôt, même si évidemment je suis en désaccord avec ce qu'elle raconte, plutôt une bonne campagne présidentielle. Et d'ailleurs, de quinquennat en quinquennat, elle progresse dans les votes. Et puis là, elle joue perdante, défaitiste, en disant, de toute manière, ça sert à rien. J'aurais pas. Elle a pas envie d'avoir envie même. Non, c'est ça. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Elle est en pré-retraite. Qu'est-ce qu'on fait, effectivement? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de combler cette espèce je dirais, de déni de démocratie, finalement. Et qu'est-ce qui nous trouve, le président de la République, le Conseil national de la refondation, où on va tirer au sort des gens pour décider de la politique de la France, alors qu'on a une démocratie représentative qui est en train de mourir justement des négligences de ce personnel politique. Oui, c'est comme si on allait élire un shadow parlement, et un vrai parlement. En plus, moi, ça me gêne beaucoup cet acronyme CNR qui fait référence évidemment à au Comité national de la résistance, ce qui n'a pourtant rien à voir, faut bien le dire, puisqu'il s'agissait quand même d'éliminer les traîtres et de libérer le territoire, et ensuite de rétablir les institutions démocratique, on n'en est pas là. Pourquoi il n'y a pas de débat? Il y a des raisons aussi. Parce que le débat est impossible. Macron ne veut pas s'abaisser dans un premier temps, on dirait, à débattre. Voilà. Et puis Mélenchon n'est pas dans le débat, il est dans l'aboiement. C'est difficile de débattre, d'imaginer un débat entre un président qui ne veut pas s'abaisser au débat démocratique et un opposant qui tire sur sa laisse pour mordre. Donc c'est compliqué et c'est un vrai problème
problème français, le débat démocratique, qui est passionnant, comme le disait Yves, eh bien, il n'a pratiquement jamais lieu maintenant, puisque les gens se sont radicalisés dans leurs opinions, ont l'impression que exprimer une très grande agressivité vis-à-vis de l'adversaire, ne pas l'écouter, c'est la bonne méthode, sauf que ça a pour résultat que les gens ne peuvent plus écouter ça. Alors, ils s'en foutent. Vous parlez d'aboiement à propos de ce que dit Jean-Luc Mélenchon. On va revenir sur ce qu'il disait à propos de la police. La police tue, ça a fait l'actualité évidemment toute la semaine. Ceci dit, il a aussi également présenté un programme. Quoi qu'on en pense, ce programme, il est charpenté, il est dense. Mais avant cela, vous disiez Emmanuel Macron n'a pas fait campagne. Tout de même, il a multiplié les déplacements ces derniers temps et il appelle à la mobilisation. Je vous propose de réentendre ce qu'il disait hier à Gaillac dans le Tarn. Si l'élection du président de la République est cruciale, l'élection des députés est décisive. Et des équilibres qui se dessineront à l'Assemblée nationale dépendent aussi le destin de la France et des vies quotidiennes de chacun. Cohérence, compétence et confiance plutôt que posture, désinvolture et aventure, voilà le premier enjeu à mes yeux du 12 juin à venir. Voilà, le message, Yves Tréhard d'Emmanuel Macron, c'est voter sérieux, voter pour des gens sérieux et pas pour des gens dangereux, si je traduis la parole présidentielle. Certes, mais il ne faut pas prendre les Français pour des enfants. Je souscris complètement à Philippe. Il ne faut pas, effectivement, que la politique, et c'est ce que les Français reprochent d'ailleurs, d'une certaine façon, à ce que ça soit un combat de rue, quoi. Ça ne doit pas être ça. Mais je veux dire, on peut attaquer Jean-Luc Mélenchon et on peut attaquer Marine Le Pen sur le fond. Bien sûr. Mélenchon, son programme économique de 285 milliards d'euros, c'est quand même quelque chose qui doit poser des questions, qui est une fumisterie complète, qui ne résoudra rien et qui mettra la France par terre. Oui. Et plutôt que de nous sortir des slogans dignes d'une campagne de publicité des années 70, le président de la République, vous dites il fait campagne. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à ce qu'il était et à ce qu'on percevait de lui, il n'imprime plus d'une certaine façon. Ce qu'il dit, on ne l'écoute plus. Et ça, c'est grave. C'est grave. Parce qu'il parle par slogan. Je voudrais qu'il aille sur le fond, qu'il démonte les arguments de ses adversaires, que ce soit Madame Le Pen, que ce soit Monsieur Mélenchon. Et ça, eh bien, il ne le fait pas. Alors, il a un problème aussi, et c'est un problème majeur qui est aussi symptomatique de l'époque dans laquelle nous vivons, c'est qu'il n'est pas entouré de, je dirais, de voix qui sont des voix suffisantes pour se faire entendre, alors que jadis, vous aviez un président, un premier ministre, puis autour, vous aviez, je dirais, une équipe. Alors que là, il n'y a rien du tout. Et c'est d'ailleurs un peu pareil pour Madame Le Pen et d'une certaine façon pour Mélenchon. Alors, je vous cite l'édito ce matin de Cécile Cornudet des Échos qui nous dit que le vote NUPES serait d'une certaine manière devenu un peu hype. C'est la mode, il y a une espèce de mode politique. Oui, c'est vrai. Mais alors, elle rappelle aussi, Cécile Cornudet, ce sondage Ipsos qui nous dit qu'on a posé la question aux Français, mais malgré tout, est-ce que vous voulez d'avoir Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre? Et elle rappelle que 69% des répondants disent non, on ne veut pas Jean-Luc Mélenchon. Alors, ça pose beaucoup de questions. On va élire des députés NUPES, mais on ne veut pas Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Bon, malgré tout, le succès... n'est pas contradictoire. Alors oui, mais la question que je voulais vous poser, Philippe Val, c'est est-ce que malgré tout le succès de Jean-Luc Mélenchon dans cet entre-deux-tours n'est pas aussi l'expression d'une sorte de fatigue libérale des Français? Parce qu'il insiste beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, à dire là-dessus. C'est 30 ans de libéralisme dont la France souffre. Il faut en finir avec ça, il faut changer de modèle. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi alors derrière? déjà, les 30%, il reste 30% de gens qui sont prêts à voter pour Mélenchon pour le mettre Premier ministre. C'est à peu près son étiage. Donc c'est pas contradictoire. C'est la part du gâteau électoral. C'est la part du gâteau électoral de la gauche actuellement, à laquelle il peut prétendre aujourd'hui. Vous dites ensuite Mélenchon, vous disiez là. Je vous demandais si le succès de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas succès médiatique, libéral, il n'y a pas une fatigue libérale en France. Alors, c'est un drôle de mot, ça. On se l'est fait piquer dans les années 90, le mot libéral. C'est devenu un mot comme si c'était extrême droite, ou limite fasciste, néoconservateur américain. Le mot libéral est devenu un mot très grossier. Rappelez-vous, quand Delanoë a failli être investi pour être candidat à la présidence de la République, c'est parce qu'il a dit
Je suis libéral qui s'est fait éjecter du congrès de Lille par un bourrage d'urne habituel au PS à cette époque-là. Et c'est pareil avec le mot laïcité en ce moment d'ailleurs. Hein. Le mot laïcité est en train de se faire hold-upper et écraser par la gauche diabolise certains mots. Libéral. La fatigue libérale, je ne crois pas. Je pense que simplement il y a une radicalisation dans la vie politique, une polarisation très forte aux extrêmes, pour des tas de raisons, et parmi lesquelles les moyens de s'informer des gens. Les moyens de s'informer des gens ont changé. Ils s'informent sur des médias qui radicalisent pratiquement les opinions, où l'information, la véracité de l'information n'a pas grande valeur. Ce qui compte, c'est le scandale, le bruit que ça fait. Il y a quelque chose, il y a une inculture politique très forte qui augmente, qui se propage et qui finalement inspire aux gens un dégoût de la politique. Mais ils ont peut-être tort. Peut-être que les personnalités politiques valent mieux qu'ils ne pensent. Mais face à cette indifférence, les personnalités politiques de leur côté perdent leur talent. Parce qu'ils sentent qu'ils ne sont plus aimés, ne sont plus en confiance avec le peuple. Et chacun y perd. Chacun y perd. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il y a un désintérêt commun. Il y a un désintérêt réciproque des électeurs pour leurs élus, voire même de l'hostilité. Donc, on voit bien les permanences, les agressions, etc. C'est la politique en général qui est en crise, plus que la fatigue libérale. Yves Tréhard, qu'en pensez-vous ? Oui, écoutez, je crois que c'est les Français qui ont voulu ça, hein, parce qu'on n'arrête pas de dire c'est Macron qui a fait le ménage et tout. Il n'a rien fait du tout, lui, Macron. Macron, il est là parce que les Français ont décidé de le mettre là en 2017 et qu'ils ont viré tout le monde. En fait, on continue cette espèce de purge qui s'est produite en 2017 où les Français ont dit à la droite traditionnelle et à la gauche traditionnelle retournez à vos chères études, on veut plus de vous, dégagez. Et on met un gamin là, donc qu'on connaît pas très bien d'ailleurs, mais qui est extrêmement intelligent, brillant et qui sait y faire. Et ce qui s'est passé, c'est que ce rapport gauche-droite, qui est peut-être en train de revenir d'ailleurs, je vais y venir tout à l'heure, oui, il a été remplacé par, je dirais, sérieux, la raison contre l'émotion. La raison incarnée par le président de la République, l'émotion incarnée par Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon qui parlent qui font mine de parler avec leur tripes, si vous voulez. Et évidemment, c'est dangereux parce que d'un côté, vous avez une radicalité qui va toujours plus loin, et puis de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui n'ose plus trop s'exprimer parce que sinon, il a peur de faire un faux pas et il a peur de perdre pied. Et s'il perd pied, il donne raison aux autres. Mais pourquoi je disais que la droite-gauche? Oui, pourquoi? Parce qu'en 2027, le président de la République ne pourra pas se représenter et que si il est clair que sa succession sera bougrement difficile et qu'ils vont tous se bouffer le nez derrière lui, et qu'à ce moment-là, si le Parti socialiste et les Républicains, ou ce que sera la droite traditionnelle classique, pour employer un mot juste, dans peu de temps, arrivent à se refaire un petit peu une santé, ils ont un coup à jouer là. Ils ont un coup à jouer parce Vous croyez possible une résurrection du PS dans sa version social-démocrate? Mais bien sûr, ce qu'il était avant. Mais vous savez, 2017. on va peut-être être fatigué des âneries et des excès de Monsieur Mélenchon, parce que ça ne sera que ça. Et pareil, on verra l'irréalisme du programme de des idées de Madame Le Pen à l'avenir. Donc il y a un coup à jouer. Et si l'axe central a du mal à se maintenir, faute d'un chef, je dirais, une droite et une gauche, comme on les a connus, peuvent ressurgir. Oui, alors c'est vrai que on lit aussi ça et là la possibilité que ces coalitions qui se sont formées à l'occasion de ces législatives, alors coalitions essentiellement d'opportunités, et au centre, voilà, vont-elles tenir d'opportunisme même. Oui. Vont-elles tenir dans le temps? Peut-être même que dans quelques mois, une fois les élections passées, les dissensions internes des différents groupes, que ce soit au sein de la Macronie ou à gauche, reprendront le dessus. Par exemple, je prends un
d'exemple, mais je vois pas comment on peut gouverner un pays, si tant est qu'il le gouverne, quand pour certains on est pour le nucléaire et pour d'autres on est le contre. Oui. Voilà. Pour l'Europe ou contre l'Europe. Oui, Pour, encore pour plus. armer les Ukrainiens ou pour ne pas les Voilà, armer. Enfin, exactement. c'est des choses quand même décisives moralement. Bon, pour terminer, messieurs, on a bien vu que la tactique employée par Emmanuel Macron cette semaine à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon, c'était celle qu'il avait adoptée contre Marine Le Pen dans l'entre-deux tours, celle de la diabolisation, la stratégie de la peur. Est-ce que cette hype Mélenchon, dont parle Cécile Cornudet dans Les Échos ce matin, peut retomber très rapidement avec cette tactique de la peur? Attention, la peur Mélenchon. Mélenchon, Philippe il Val. retombe rapidement parce que là, souvent, après les campagnes, il a un moment dépressif et on l'entend plus. Et là, il est en sur-régime. Là, il est en campagne et il est en sur-régime et il est en pleine forme. Il est presque trop en pleine forme parce qu'il ouvre des débats, par exemple sur la police, qu'il n'a même pas intérêt à ouvrir dans une période comme ça où il est en train de monter. Ça peut le desservir. Donc il est vraiment en pleine forme. Il joue le contre-pied de Marine Le Pen qui avait voulu rassurer, Oui. et dans l'entre-deux tours, tout le monde a lu le programme et c'est à ce moment-là que des gens ont lu ce qu'elle promettait de faire et c'est là que ça s'est retourné contre elle. Jean-Luc Mélenchon joue la radicalité tellement forte que à la limite, il n'y a même pas besoin de lire le programme. Il suffit d'écouter le bonhomme. Mais Ça de toute prend toute façon, la le place. programme n'est pas lu. Il n'y a que nous qui lisons le programme. Hein. Nous et la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne. Sinon, personne ne lit son programme. Si les gens lisaient son programme, ils seraient un petit peu plus prudents. Yves Tréhard. Oui, pour non, terminer, c'est sûr que les le mot de la programmes, fin. je doute qu'ils soient lus. Attention, la police, je suis d'accord avec Philippe, évidemment, mais je crois que c'est une prise de risque calculée. C'est-à-dire qu'il se dit, à la lumière des résultats qu'il a eu à la présidentielle, que les études montrent qu'il fait progresser justement le vote en banlieue, qu'il fait progresser le vote dans une catégorie de la population, et en disant la police tue, il s'adresse à cette population-là et il cherche à à gagner des voix dans cette population qui est d'ailleurs généralement abstentionniste. D'ailleurs, mais c'est un risque parce qu'il peut en perdre par ailleurs. Très intéressant. Philippe, vous voulez Le dire problème qui va se poser au lendemain du premier tour, c'est qu'effectivement, il n'aura peut-être pas la majorité en siège dès le début, mais la majorité en voix, c'est bien possible. Et ça lui donnera une dynamique assez On n'a pas fini de l'entendre. Rendez-vous la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Merci messieurs. Yves Tréhard du Figaro, Philippe Val, qu'on retrouve tous les vendredis sur Europe 1, 8h57.